Luis Miguel Lopez est ingénieur de recherche à l'Université technologique de Troyes. Il est en train de terminer une thèse de doctorat sur les innovations contraintes par les ressources et plus particulièrement sur les innovations frugales. Et il est aussi impliqué dans un projet ANR qui s'appelle le projet DETECNOS sur la conception en soutenabilité forte qui met en jeu un partenariat entre donc, l'UTT, Mines Saint-Étienne et l'Université de Paris-Nanterre. Donc, je te laisse la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup. Bon, merci pour l'accueil à cette présentation. Je viens au nom de mon collègue Ulysse Gérard, Sébastien Piton et Tatiana Reyes pour vous présenter ces sujets qu'on parle d'appropriation des solutions low-tech. Et notamment, on va s'inspirer des perspectives qui existent dans d'autres contextes contraints et aussi dans la littérature, sachant que les phénomènes de l'innovation sont orientés pour le bien-être social, pour l'environnemental. C'est aussi un phénomène global. Donc, bon, un petit sommaire classique d'une présentation d'un projet de recherche, une introduction, un état de l'art, la méthode de recherche utilisée, nos résultats en discussion et conclusions et perspectives aussi. Bon, c'est pas sans surprise que je vais vous parler, donc on a déjà ce matin commencé sur cette urgence socio-écologique aussi, et comment ça a motivé pour l'émergence de nouvelles approches d'innovation, et notamment pour se questionner comment on peut s'épanouir collectivement dans ce monde contraint, et quelle technologie. Du coup, la problématique dans laquelle on s'adresse, c'est un constat, c'est que les mouvements low-tech, comme on la voit, c'est la projection de la démocratisation d'une approche éponyme dans la finalité le développement des technologies alternatives. C'est cela globalement qu'on peut comprendre dans cet mouvement. Je vais pas vous donner une définition parce que justement, ça s'est construit au fur et à mesure. Et le constat que nous avons fait pour notre étude, c'est qu'il y a une croissance notable dans les mouvements. Mais par contre, l'utilisation de ces solutions technologiques pour la population reste anecdotique. On peut bon, si j'ai fait un sondage, combien de gens parmi vous que vous connaissez utilisent une solution low-tech? Je ne sais pas, ça reste une question ouverte. Justement, c'est ça un constat. Le mouvement, il est en effervescence. Le mouvement, il est présent. Il vient justement à nous inviter à repenser les choses. Mais par contre, certains aspects restent anecdotiques. Et du coup, on a mis l'hypothèse qu'il existe de nombreux freins à la démocratisation. Pour démocratisation, on doit comprendre comme appropriation et acceptation de ces innovations. Mais justement, on s'est dit, la low-tech, c'est quelque chose, on l'a écouté ce matin, que c'est très particulier au contexte français, et aussi certains voisins européens commencent à s'approprier les mots. Mais l'effet d'innover sous la contrainte n'est pas forcément d'aujourd'hui. Ça a commencé déjà il y a quelques décennies même. Et du coup, pour cela, nous avons actuellement plusieurs approches d'innovation qui ont été déjà étudiées beaucoup dans la littérature et aussi certaines mises dans la pratique à travers des explorations des cas de réussite, que même ce sont des entrepreneurs, des associations, des individus qui mettent des solutions sans mettre une étiquette. J'ai dit, j'ai fait de l'innovation frugale, j'ai fait de l'éco-conception. Simplement, ce sont des exemples qui émergent directement du terrain. Et à partir de cela, la littérature, évidemment, elle a commencé à donner des étiquettes. C'est l'innovation sociale, c'est les fameux système D, c'est les makers, à un moment donné, été nommé comme ça, c'est les design thinking. Vous voyez, je pense, globalement, il existe dans la littérature un point en commun qui nous amène justement à dire pourquoi on a plusieurs concepts. Et justement, pour faire un petit état de l'art, ça va être très rapide fait, nous avons étudié dans cette recherche cinq approches différentes qui abordent les sujets en lui-même, c'est-à-dire proposer des solutions vis-à-vis des enjeux socio-écologiques actuels. Nous avons la base de la pyramide qui a cette particularité-là. Je pense beaucoup entre vous ont entendu parler de la notion base de la pyramide qui était proposée par les années 2000, dans laquelle la proposition initiale c'était que les multinationales ils vont donner des solutions aux pays pauvres dans lesquels il y a justement la pauvreté, la manque de ressources, la qualité de vie elle est minimale en fait. Mais cette approche elle a évolué. Actuellement on la comprend comme
une approche dans laquelle on va plutôt soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat qui se développent au sein de ces communautés et pas penser qu'il existe des sauveurs qui vont venir à proposer des solutions pour améliorer ses qualités de vie. Du coup, l'approche d'innovation base de la pyramide, on l'appelle actuellement 3.0 parce qu'il a déjà, dans la littérature, abandonné cette partie-là de venir sauver les pauvres. Après, ça a donné naissance à l'innovation frugale, qui en lui-même, c'est une approche qui continue en croissance. Actuellement, il y a des études bien poussées sur la question de l'intégration de la soutenabilité ou la relation de la soutenabilité avec l'innovation frugale, évidemment dans différents contextes, dans des multinationales, dans des petites entreprises, dans des contextes contraintes, dans les pays développés. Du coup, c'est une approche qui continue aussi à l'étude et à niveau international, il continue à attirer l'attention des chercheurs et des praticiens. L'approche mouvement grassroots, c'est quelque chose aussi qui vient naître de la technologie appropriée, dans laquelle ce sont les gens pauvres ou les communautés aussi dans des zones rurales, urbaines, en périphérie, qui développent des solutions qui sont axées sur les valeurs d'un changement des systèmes qui va en rupture avec ces notions capitalistes de créer de l'argent. Non, simplement on se concentre sur ce qui a besoin la communauté, nos valeurs partagées, et à partir de cela, on crée les choses et on partage les choses. L'adéquation socio-technique, une approche développée plutôt au Brésil, en Argentine, dans laquelle les individus s'approprient des moyens de production pour justement résoudre ces problèmes socio-environnementaux locaux. C'est-à-dire qu'il faut une transformation des systèmes techniques qui les entourent pour atteindre ces objectifs. Et finalement, l'approche low-tech dans laquelle je pense globalement ça continue à évoluer. Certaines caractéristiques, nous l'avons déjà bien précisé et c'est objet d'étude aujourd'hui. Voilà quelques critères clés qui existent dans chacune de ces approches. Comme vous voyez, certains sont très transversales. Certaines sont présentes par toutes les approches. Certaines avec ses spécificités, bien sûr. Mais bon, on va pas entrer dans les détails, mais pour que vous voyez que les attributs, critères, principes clés, peut se décliner dans différentes approches d'innovation. Après, il faut prendre en compte l'environnement et le contexte dans lequel se produit cette innovation-là. Pour cette recherche, justement, nous avons identifié, dans la littérature de contexte que je vous viens de présenter, il y a des critères attributs qui sont présents, évidemment, mais il n'y a pas encore des études qui abordent, quels sont les freins et les leviers d'acceptation, notamment du point de vue des innovateurs, parce que ce sont eux qui créent ces solutions aussi. À part, on peut penser aux utilisateurs, mais dans cette partie-là, on se concentre que pour les gens qui les produisent sur les communautés. Voilà une méthode classique de recherche avec des entretiens de cas d'études, des transcriptions, analyse des contenus qualitatifs, pour arriver à deux schémas qui présentent les freins qui rencontrent ces praticiens et aussi les leviers qui correspondent à leur expérience. Les cas sélectionnés, pour faire un peu contraste, c'était le cas d'Arnaud. Voilà, tout un cas très inspirateur. Aussi un cas d'accès à l'eau. Et au Mexique, c'est que on peut appeler frugal grassroots parce qu'il ne connaît pas les mots low-tech. Plutôt, il utilise les mots ecotechnias. Comme vous voyez, ça se décline dans différentes versions. La première, c'est l'adaptation des vélos à des usages du quotidien. Et le deuxième, c'est une solution d'accès à l'eau dans une zone qui actuellement, elle est en pénurie de l'eau par l'utilisation de ces ressources par les gros industries de l'alimentaire qui font l'exportation aux pays, au Canada et aux États-Unis. Tristement. Voilà, concernant nos premières analyses, voilà, on a identifié que les praticiens, tout d'abord, il faut le dire, quand on en trouve un cas pour étudier, on connaît les résultats en lui-même, mais parfois on ne se pose pas la question comment ces initiatives se sont développées, à quels freins se sont confrontés, comment ils l'ont résolu. Donc c'est là la particularité de notre étude, de pouvoir faire de façon approfondie. Bon, ici, je ne pourrais pas montrer tous les détails en résultat, mais justement dire quelles sont ces expériences accumulées parce qu'elles sont très intéressantes dans le cadre que, justement, à l'introduction, je vous ai dit, des solutions low-tech, on n'a pas partout parce que peut-être il n'a pas assez de praticiens, mais justement, pourquoi il n'a pas? Parce qu'il rencontre pas mal de freins qui sont difficiles à surmonter. La toute première, ça concerne le contexte global dans lequel il se développe, c'est-à-dire, beaucoup, ils nous ont parlé de ces freins institutionnels, qu'il ne peut pas avoir tous les soutiens des institutions qui sont présentes dans leur localité.
soit au Mexique, soit en France, soit dans notre contexte, c'est quelque chose qui est constant, les manques de soutien institutionnel, et aussi des démarches qui parfois sont très bureaucratiques, qui s'empêchent l'activité. Et justement, les innovateurs, parfois, il veut aller plus vite, plus précisément, mais parfois il se retrouve que l'administration, il favorise pas cela. Et pour cela, certains abandonnent une idée qui était bien au début, et l'abandonner par cette manque de soutien. Aussi, les risques de détournement. Quelqu'un, notamment en situation de risque, produit une solution qu'on peut dire low-tech frugale, mais à côté, il y a les voisins qui a déjà repris l'idée pour faire des business. Et du coup, la solution, les praticiens, contre ce type de concurrence pas égale, ils se trouvent bloqués dans des capacités, et sachant qu'il manque le côté des soutiens institutionnels, c'est une difficulté aussi à leur activité. Les ressources, la partie des ressources, voilà, c'est pas sans surprise que beaucoup de ces praticiens, ils manquent des ressources, soit au niveau d'infrastructure, soit au niveau des moyens financiers, juste pas forcément au niveau d'argent, sinon des moyens pour pouvoir acquérir ou pouvoir utiliser certaines prestations qui l'ont pas chez eux forcément. Après, toutes ces parties-là, ça vient au fait qu'on peut pas avoir la connaissance de tout. Certains praticiens, les praticiens que nous avons interviewés, nous ont dit, parfois je manque de connaissances de l'administration, du coup, à niveau de gestion de mon projet, j'y arrive pas. C'est très difficile et parfois son projet, ça ralentit. Pour cela, c'est pas sans surprise que aussi ces projets ont été fondés, et pas récemment, ils ont toute une expérience de plusieurs années pour pouvoir surmonter ce type de difficultés. À niveau des freins d'acceptabilité et d'accessibilité aux utilisateurs, c'est vrai que certains utilisateurs ils disent l'esthétique, ça ne me convient pas du tout. Et justement, comme lui, les praticiens, qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour pouvoir lever ces freins aussi? Et certains commentaires de l'entourage aussi de contexte de oh non, ce sont des vieilles technologies, on ne va pas les utiliser, ça ne marche pas, etc. Ce type de commentaires ralentissent beaucoup les activités de praticiens, qui par conséquent s'influencent directement les résultats finaux. Quelque chose qui est évoqué au niveau des prix, c'est vrai que les solutions low-tech, même si on peut dire sont accessibles, ça dépend des pouvoirs d'achat, ça dépend de certaines utilisations. C'est vrai que parfois la production en masse, entre guillemets en masse, disons une production d'une vingtaine, d'une trentaine d'objets, ça devient un peu moins cher parce que certains matériaux ils peuvent se profiter un peu plus. Du coup, du côté des praticiens, on dit les utilisateurs ils pensent que c'est cher, mais c'est cher parce qu'ils les voient dans un instant T, ils ne voient pas comment ces solutions ils se rentabilisent tout au long du temps. Et c'est quelque chose que parfois on n'arrive pas à convaincre l'utilisateur ou d'autres partenaires aussi. La dernière phrase, c'est justement la dépendance, voilà, tout ce qui concerne les actions de communication, tout ce qui concerne aussi, parfois, c'est l'un des praticiens que nous avons interviewé, nous a dit, parfois il y a des chercheurs qui me demandent d'avoir des entretiens, de faire des ateliers, mais ils me demandent cela en tant que bénévole. Mais du coup, si je fais ce travail, ils sont pas contre, en fait, ils sont toujours à favor d'aider aussi au mouvement. Parfois, ils ne retrouvent pas cette partie gagnant-gagnant. Et c'est vrai que les institutions, ils peuvent fournir des connaissances, des prestations, d'infrastructures. Et à niveau des leviers d'acceptation, d'amélioration, c'est qu'ils nous ont dit, ces praticiens, à travers leur expérience, les choses qui ont marché pour qu'eux, ils puissent développer ces activités. La toute première, c'est... Et justement, cette partie-là, s'il a quelque chose qui me prend beaucoup de temps, quelqu'un d'externe, mais qu'après, il n'a pas un soutien qui correspond, voilà, parfois, je dois faire le compromis parce que je suis intéressé à que le mouvement ou la solution ou l'approche de la philosophie elle-même, il puisse être beaucoup plus connu. C'est une façon qu'eux, ils donnent, mais pour eux, c'est faire connaître toute l'activité du mouvement en lui-même et de l'approche de l'innovation. Après, la stratégie à niveau de financement, c'est vrai que, comme je dis, certains, ils manquent de toute une infrastructure pour une idée qui est brillante, une idée qui est bonne. Ça, ça ne développe pas de l'argent. Du coup, la hybridation des ressources, notamment faire appel à des acteurs partenaires qui partagent la même philosophie et les mêmes valeurs, c'est un point de départ très fort. On fait des alliances avec des acteurs qui sont dans la même vision et que, au fur et à mesure, ils s'impliquent beaucoup dans les projets et qu'eux-mêmes, ils font des changements dans leur activité parce qu'ils se sont inspirés du projet que ces praticiens ils mènent.
À niveau des ancrages territorial, c'est un levier très important. Les contextes, c'est pas sans surprise dans les études de sciences sociales que c'est les contextes qui configurent presque tout. Nos pratiques, nos quotidiens, nos coutumes, ce que nous jugeons qui c'est les biens, le mal, nos pratiques, nos distributions des tâches à niveau sociétal. Chaque communauté, il a ses pratiques. Du coup, un levier d'acceptation, c'est bien comprendre les contextes dans lesquels on va introduire ou dans lesquels se développe la solution en lui-même. Et ça vient justement faire appel à ce qu'on appelle la conception située, qu'on doit résoudre ou aider à résoudre ces besoins qui sont vraiment représentés dans cette communauté et ne pas venir en façon invasive de dire « Ah, je pense que c'est là votre besoin ». Bah non, je vous raconte toute petite rapidement l'expérience de l'association civile mexicaine qui a développé pour l'accès à l'eau. Tout au début, ils voulaient développer des maisons un peu... des maisons durables dans la communauté, mais la communauté elle dit non, on n'a pas besoin de cela, on a besoin de l'eau. Et quand l'association a compris tout cela, l'hybridation, toutes les connexions, vraiment ça donnait une solution technique qu'il utilisait pour tout le monde à niveau culturel. Il a eu des impacts parce que même certains politiques ont commencé à changer par rapport à l'utilisation de l'eau, que parfois on se dit l'eau de pluie on ne peut pas la utiliser parce que là ce sont les gens pauvres qui l'utilisent. Ben non, actuellement certains politiques mènent à l'utilisation des ressources qu'on pensait que c'était pas bien de les utiliser. Et le troisième levier concerne l'adéquation culturelle, justement, ça vient de la main directement avec l'ancrage territorial, c'est-à-dire, on va impliquer l'utilisateur, pas en tant qu'utilisateur traditionnel, concepteur, utilisateur, mais sinon comme quelqu'un qui crée la valeur aussi avec nous, dans laquelle on produit pour lui, avec lui aussi, et dans laquelle la prise de décision, il s'implique vraiment. Sinon, ça risque de que la solution ne fonctionne bien, mais si l'utilisateur, ils ne se sont pas impliqués dedans, il va utiliser, après il va finir par abandonner parce qu'il n'a pas créé une identité avec cette solution-là. Et la troisième, qui l'ont remarqué comme la plus importante, c'est aussi cette sensibilisation. Si les acteurs avec lesquels je vais m'associer, si les gens avec lesquels je vais travailler, ils ne sont pas sensibilisés déjà à son jeu, aux situations, difficilement ils vont s'approprier de la solution. Pour cela, l'accent est mis sur les actions de diffusion, notamment en faisant des ateliers, en faisant des démonstrations, en faisant des partages de connaissances. C'est un levier très important pour cette acceptation. Bon, finalement, notre étude est limitée, évidemment, à 4 études, dans lesquelles certaines choses on peut généraliser, et notamment les contrastes qui existent que cette observation a été menée dans des contextes différents, c'est-à-dire les besoins qu'il y avait dans la BOP mexicaine et la besoin aussi en France, parfois ils sont pas très distantes dans l'essentiel. Du coup, on peut pas généraliser, mais on peut trouver des choses assez transversales. Voilà, c'est clair que le mouvement low-tech en lui-même et les définitions des autres approches d'innovation que je vous ai montrées, ça continue à évoluer. C'est pour cela que c'est important qu'on puisse avoir des discussions régulières pour voir où est-ce qu'on est, faire un état de l'art, faire un état des lieux. C'est important aussi. Et voilà, il peut y avoir plusieurs études supplémentaires qui viennent à nourrir notre première proposition. Notamment, on étudier comment ces freins des praticiens, ils peuvent se résoudre ou ils peuvent se surmonter avec des stratégies qu'on était déjà développées et qui ont marché, en fait. Parfois, on se dit, la connaissance ne l'a pas, mais c'est clair qu'on peut l'avoir, mais justement, comment on canalise ces connaissances pour surmonter des leviers, c'est aussi une étude supplémentaire. Finalement, des défis socio-environnementaux actuels ont des répercussions partout. Et le changement climatique, ça va toucher, je pense, à tous pareil, n'importe les contextes. Et du coup, pour cela, nous avons besoin de continuer à promouvoir des approches d'innovation, justement, qui nous mènent à nous questionner comment nous consommons, comment nous comportons, et quel avenir nous voulons plutôt. Bon, c'était... Désolé, c'était cela. Bon, merci beaucoup. Merci Louis pour la présentation. Rondement menée. Donc on va passer maintenant à quelques minutes d'échange et de questions. Donc est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Oui. Merci.
Merci pour la présentation. Dans le contexte, il y a plusieurs concepts qui se recouvrent et se chevauchent avec des terminologies qui ont été données par des